déjà, bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Alors, pour revenir un peu sur mon parcours, donc je suis née à Salé, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc, mes grands-mères étaient à Salé, j'étais très proche de mes grands-mères. Après, donc, ma famille, mes parents se sont installés à Marrakech parce que mon père a trouvé un travail dans l'hôtellerie à Marrakech. Et donc, j'y ai vécu jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Euh, et par la suite, donc, j'ai quitté Marrakech après le bac pour intégrer donc l'ISCAE à Casablanca. Et une fois que j'ai eu mon diplôme donc à l'ISCAE, eh bien, je me suis installée à Besançon parce que j'ai fait un master 2 donc en management à l'IAE de Besançon. Et mon mari est aussi de Besançon, donc je vis aujourd'hui à Besançon. Eh bien, je dois dire que l'écrivaine en moi a toujours été là depuis l'enfance. C'est ma vocation première. Simplement, au début, eh bien, il n'y avait que moi qui la voyais et mes professeurs, bien entendu, parce que j'adorais la langue française en particulier, la langue arabe aussi, j'écrivais très bien. Néanmoins, on n'estimait pas que la littérature pouvait permettre à une jeune fille ou à un jeune garçon de mener une carrière professionnelle. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait des études en management. Néanmoins, je ne me suis jamais réellement éloignée de cette vocation parce que c'est pour ça que je suis faite en réalité. Et ça, je le savais, je n'avais pas de doute par rapport à ça. Et je me suis dit, du coup, c'était comme une stratégie au fait. Je me suis dit, bah, tout ce que je vais vivre, que ce soit dans le cadre personnel ou dans le cadre professionnel, eh bien, je vais en profiter, je vais m'en servir pour la littérature parce que la littérature n'est pas déconnectée de la vie. Ce n'est pas parce qu'on a fait des études littéraires qu'on a vocation à devenir écrivain, euh, mais c'est surtout une affaire de passion et qui se nourrit de toutes les activités de la vie. À partir de là, ben, c'était un peu plus facile pour moi de poursuivre et aussi de supporter le fait de ne pas me consacrer entièrement à mon activité favorite qui est celle donc, de l'écriture. Euh, Chaque auteur a ses obsessions, ses sujets qu'il creuse, qu'il essaye de comprendre à travers la fiction, à travers les histoires qu'il raconte. Euh, En ce qui me concerne, il est vrai que la question de l'émigration est une question qui me travaille, non seulement parce que moi-même, j'ai quitté le Maroc pour m'établir ailleurs, donc je me sens concernée. Euh, j'ai aussi d'autres sujets qui m'obsèdent, comme le sujet du mépris de classe, du mépris ethnique. Euh, En général, les sujets qui obsèdent un auteur sont liés aussi à son vécu. Il faut que ça parte d'un sentiment de nécessité. Euh, En même temps, ce qui me fascine avec le sujet de l'immigration en général, euh, c'est le fait que je me rends compte que de nos jours, avec la mondialisation, les barrières se sont effondrées en ce qui concerne, par exemple, le monde économique. Euh, il y a une uniformisation des modes de vie on- qui concerne plusieurs aspects, hein, la façon de se vêtir, la façon de se nourrir, les télévisions, Internet. Donc, on vit dans un monde global. Et bizarrement, quand l'individu décide de s'établir ailleurs, eh bien, ce n'est pas si facile que ça. Les problèmes commencent. Alors, ce paradoxe d'un monde globalisé et d'une intégration qui se fait généralement dans la douleur, eh bien, ça m'intrigue. Et donc, je consacre beaucoup d'énergie à creuser cette question-là dans mes rangs. Alors, pour moi, le racisme, tout comme la radicalisation, sont tous les deux fondés sur en fait, l'idée de l'exclusion de l'autre. C'est une pathologie qui concerne la question de l'altérité, euh, que ce soit dans le cas du racisme ou de la radicalisation, par exemple, religieuse. Les deux excluent un groupe d'individus qui est différent. En ce sens, j'estime que la radicalisation peut aussi être le fruit c'est le fruit d'un racisme, toujours.
que ce soit qu'il soit lié à une ethnie, qu'il soit lié à une religion. Donc, à partir de là, ils sont profondément liés. Euh, on l'a vu d'ailleurs, la radicalisation, par exemple, ne concerne pas que l'aspect religieux, et en particulier ce qu'on voit aujourd'hui avec les différents actes terroristes qui sont le fruit d'islamistes radicaux, par exemple, et pas seulement. En Allemagne, par exemple, l'année dernière, il y a eu cet attentat où quelqu'un voilà, qui fait partie de l'extrême droite avait assassiné, il me semble, 9 personnes dans un bar à Chicha. Donc, ils étaient clairement ciblés en raison de leur origine ethnique. Et donc, pour moi, ce sont des phénomènes profondément liés. Maintenant, là où ça me semble effectivement très présent en France et en Europe en général, c'est que la stratégie des personnes qui sont derrière ces actes-là, qui soient racistes ou des actes de terrorisme liés à une radicalisation religieuse, eh bien, c'est que les deux, leur stratégie, c'est de diviser la population. Et en cela, ils réussissent parce que, voilà, en général, quand arrive un acte terroriste, bah, tout de suite après, les langues, par exemple, se délient en ce qui concerne, par exemple, bah ça c'était une étude de SOS Racisme qui avait révélé ça, c'est qu'à chaque fois qu'on assiste, par exemple, à un attentat terroriste, islamiste en l'occurrence, eh bien, les propos racistes augmentent. Et donc, à partir de là, eh bien, les terroristes gagnent. Leur stratégie fonctionne puisqu'ils divisent du coup la population. Ça, c'est une excellente question pour moi parce que effectivement, je le pense et je n'ai pas été surprise il y a quelque temps de découvrir une étude justement où on estime que les personnes les plus discriminées, par exemple à l'embauche, eh bien, sont les femmes d'origine maghrébine. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce sont les femmes d'origine maghrébine qui sont les plus discriminées dans le monde de l'emploi. Et ça confirme ce que j'ai toujours pensé, c'est-à-dire qu'une femme maghrébine qui s'installe aujourd'hui en Europe, eh bien, elle subit des assignations identitaires quand même très fortes qui entravent sa liberté, son émancipation. Sa tâche n'est pas facilitée. On pourrait imaginer une vision idéale où une femme qui fuit, par exemple, une culture qui peut parfois un peu la contrarier, limiter sa liberté. Quand elle s'installe en Europe, on imagine que tout de suite, elle va accéder à une liberté incroyable. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a cette assignation identitaire où on attend de sa part certains comportements, certaines pratiques, et on n'hésite pas à les lui rappeler. Et encore pire que ce que je viens d'évoquer, eh bien, cette histoire de discrimination qu'elle subit, injustement, bien entendu. Moi, ce qui me semble expliquer un peu ce phénomène, après, voilà, c'est une opinion euh, personnelle, c'est que au fait, on a deux discriminations qui sont cumulées. C'est que même en France, une femme née en France, eh bien, subit aussi un mépris de genre, subit une discrimination liée au genre. Donc, quand vous cumulez les étiquettes, eh bien, ça devient difficile. C'est aussi simple que ça. Alors oui, j'ai travaillé comme conseillère en insertion et c'est une expérience qui m'a marquée dans le sens où, avant ça, j'avais travaillé comme cadre en entreprise et j'avais pris vraiment cet emploi-là parce que là, je me suis retrouvée à un moment donné à la recherche d'un emploi et on m'a proposé cette mission et je l'ai acceptée. Et j'ai très bien fait parce que je me suis vraiment sentie à ma place étant donné que c'était un travail où j'étais vraiment en lien avec des personnes qui traversaient des difficultés sérieuses, sociales, professionnelles, et mon rôle était donc de les accompagner, de les aider à s'en sortir. Et, euh, et donc voilà, c'était vraiment très enrichissant sur le plan humain. C'était des personnes qui étaient souvent méprisées, sous-estimées,
Alors que moi, quand je les recevais, quand je les accompagnais, souvent à la fin de ma journée, je me rendais compte qu'ils avaient, comme tout un chacun, une part de grandeur humaine. Et ça me touchait beaucoup. Et donc, je suis partie de ce sentiment-là pour faire ce roman. Où après cette expérience-là, je me suis toujours dit, il va falloir qu'un jour, je leur rende honneur à travers un roman. Et donc, c'est ce que j'ai fait à travers la théorie des aubergines. Même si ça reste une fiction, bien entendu, puisque j'y ai ajouté l'aspect cuisine, parce que ça me semblait aussi une métaphore qui qui se prêtait très, très bien à ce sujet-là, parce elle apporte une générosité, une convivialité, et ce sont là des qualités, des valeurs dont on a de plus en plus besoin. Oui, alors le mépris existe à plusieurs niveaux. Il y a toujours une raison pour qu'on vous désigne comme étant celui qu'on pourrait laisser sur le bord du chemin, pour une raison ou une autre, hein, que ce soit un mépris de classe, que ce soit un mépris de race, qu'on appelle mépris de race, donc un mépris ethnique, ou que ce soit un mépris de genre, un mépris d'âge. Donc le mépris cherche simplement à réduire un peu votre identité, vos capacités, à vous sous-estimer pour vous exclure. Malheureusement, voilà, ce sont des choses qu'on observe dans toutes les sociétés et parfois là où on s'y attend le moins. Ça aussi, c'est un sujet qui m'obsède, un peu comme le sujet de l'immigration. D'ailleurs, c'est un peu lié quand on parle de mépris ethnique. Euh, Parce que voilà, au fait, la littérature s'attache souvent à traiter des injustices. Parce que ce sont souvent les injustices qui fragilisent l'individu. Quand vous vous sentez piétiné, quand vous vous sentez injustement traité, eh bien, ça peut donner lieu non seulement à une souffrance personnelle, mais ça peut aussi affecter la vie en collectivité, la vie en société. Alors pour moi, l'ironie, c'est une façon de voir le monde, très personnelle, très liée aussi peut-être au fait que j'ai grandi à Marrakech. Marrakech est connu pour les Marrakechis, les habitants de Marrakech sont connus pour leur joie de vivre et leur verve aussi, leur façon de manier l'humour. Je pense que ça vient de là. Et en même temps, je me suis rendu compte au fil du temps que c'était une arme aussi pour faire face à certaines difficultés. Euh, je pense aussi que enfin, les personnes qui savent faire aussi preuve d'autodérision, eh bien, souvent ont une compréhension très fine et très lucide des situations. Faire preuve d'humour, être optimiste, ce n'est pas être vraiment crédule ou être naïf face à la réalité. Bien au contraire, c'est être vraiment euh, très sensible et puis très lucide sur la réalité. Je pense aussi que l'optimisme, euh, comme il m'arrive de dire, l'optimisme, c'est le dernier recours des perdants. C'est-à-dire que quand vous avez été méprisé ou quand vous êtes dans l'impasse, eh bien, qu'est-ce qu'il vous reste? Ce n'est l'optimisme, l'espoir pour pouvoir aller de l'avant et dépasser vos problèmes. Voilà. Que quand on est pessimiste, je pense qu'en général, on ne fait rien parce qu'on a déjà jeté l'éponge et on estime que l'affaire est perdue d'avance. Absolument. Au fait, il y a toujours de moi dans mes romans, même si ce ne sont pas des autobiographies. Euh, Parce que j'estime que je ne dois parler, ou en tout cas, je ne parle en général que de sujets que je maîtrise, qui me touchent personnellement, euh, de situations en tout cas dont j'ai pu être témoin dans la vie. Et à partir de là, eh bien, il y a toujours de moi dans mes romans, non seulement dans les narratrices de mes romans, mais aussi dans les autres personnages. Par exemple, dans la théorie des aubergines,
eh bien, j'ai beaucoup de choses en commun, par exemple, avec Johnny Bryan. C'est un personnage où on ne soupçonne pas qu'il puisse y avoir des similitudes entre son parcours de vie et le mien. Et pourtant, voilà, je suis toujours la seule à savoir ce qui relève un peu de ma vie personnelle, de ce qui est une fiction.